Eh bien, bonjour et bienvenue à cette rencontre virtuelle entre le FRAPRU et la Fédération des locataires à HLM du Québec. Donc, en septembre dernier, après 3 ans de négociations, Québec et Ottawa sont venus à une entente sur 10 ans qui concerne le logement social et le logement communautaire. Donc, aujourd'hui, le FRAPRU et la FLH-LMQ ont décidé d'organiser la rencontre sur Zoom pour échanger de la valeur réelle d'entente. Donc, on va essayer de voir ensemble là, quelles pourraient être les retombées de cette entente, les retombées financières, entre autres, et de voir aussi quels sont les enjeux qui sont soulevés pour cette entente et comment on va peut-être se mobiliser, on va avoir à se mobiliser par la suite. Donc, je me présente. Mon nom est Catherine Pilon. Donc, je suis organisatrice communautaire à la FLH-LMQ et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer aujourd'hui. Et j'ai le bonheur d'être en présence de Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU. Donc, bonjour Véronique. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Bien contente de vous voir en si grand nombre. Oui. Et également, on fait la rencontre avec le coordonnateur de la FLH-LMQ, M. Robert Pilon. Bonjour Robert. Bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer la séance d'aujourd'hui, on va présenter en fait les deux blocs qui vont constituer notre rencontre d'aujourd'hui. Le premier, l'idée, c'est de tenter de comprendre le contenu de l'entente, puis voir comment les sommes vont pouvoir être dépensées par le Québec. C'est le bloc 1. Le bloc 2, on va avoir une discussion, un échange sur les perspectives, puis les actions qu'on pourrait poser auprès du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Avant de faire tout ça, par contre, j'ai des petites consignes à vous transmettre pour le bon déroulement de notre rencontre. Donc, tout d'abord, c'est important de mentionner que la séance est enregistrée. Donc, libre à vous de laisser votre caméra ouverte ou fermée. Les enregistrements vont se retrouver par la suite sur le site de la Fédération et du FRAPRU. Deuxième chose, merci de laisser votre micro fermé parce que quand il y a du bruit de fond, évidemment, c'est difficile après ça de comprendre. Puis des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Donc, si jamais on veut vous donner la parole, à ce moment-là, on va vous le dire et on va vous inviter à ouvrir votre micro manuellement. Ensuite de ça, au niveau des échanges, parce que là, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus entendre, puis certains aussi sont venus participer. Donc, la façon de communiquer avec nous aujourd'hui, ça va être via le chat. Donc, normalement, en bas de votre écran, vous avez une petite bulle où vous cliquez. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et moi, je me ferai votre porte-parole. Donc, vous pouvez inscrire là vos questions ainsi que vos commentaires. Merci de faire des questions courtes parce que si vous écrivez un roman, je n'aurai pas le temps de vous lire. Ça va être difficile pour moi de rapporter en fait, tous les épisodes de votre roman. Donc, si vous pouvez écrire des questions courtes ou des commentaires courts, libre à vous de mettre votre nom et nous dire de quelle ville vous provenez. C'est quelque chose d'intéressant pour voir un petit peu d'où les gens viennent. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez l'inscrire, puis ensuite, votre question. Donc, à la suite des deux blocs, le bloc 1 et le bloc 2, on va vous inviter à une période d'échange pour pouvoir faire part des questions puis des commentaires. Donc, sur ce, on vous a préparé une petite présentation animée qui, dans le fond, relate très simplement les enjeux historiques du financement des HLM. Donc, on espère que ça va vous plaire. Nous allons partir cela. Et voici. Depuis les années 70, la SHQ a développé des HLM grâce à la collaboration financière du gouvernement fédéral. Ainsi, par le biais de conventions, Ottawa s'était engagé à financer à 50% le déficit d'exploitation des HLM. Voyons ici en image comment se financent nos HLM selon cette formule. Les locataires défraient 40% du coût total des dépenses. Les 3 autres paliers de gouvernement se partagent le 60% restant.
Ottawa assume donc la moitié, soit 30% du coût total. Dans cette entente, Ottawa s'engageait à payer cette portion pendant une période de 35 à 50 ans, selon les différentes conventions signées. Historiquement, tous les gouvernements du Québec ont demandé à Ottawa de poursuivre le financement des HLM à l'échéance des conventions. Regardons ensemble ce tableau produit par la SHQ qui nous indique comment se décline la fin des conventions. Premier constat. En date du 1er avril 2019, c'est 10 107 unités de logement qui ne sont plus financées par Ottawa. Deuxième constat, ce nombre s'accroît très rapidement pour passer à près de 50 000 unités en 2026. Troisième constat, à terme, ce sont les 71 000 unités d'HLM du Québec qui ne sont plus financées par Ottawa dans le cadre des conventions. La SHQ évalue que le manque à gagner représente 1 878 millions de dollars d'ici la fin de 2033. Mais qu'en est-il de l'entente qui vient d'être signée entre Québec et Ottawa? Comme nous venons de le voir, c'est 1 878 millions qu'Ottawa ne versera plus à Québec pour le financement des HLM avec la fin des conventions d'exploitation. L'entente signée entre Québec et Ottawa implique un investissement de 1 115 millions de dollars que le fédéral rendra disponible dans l'initiative 2 de l'entente et qui pourrait servir au HLM. L'entente vient s'ajouter aux sommes qu'Ottawa va continuer à verser pour les HLM pour lesquels les conventions ne sont pas encore arrivées à échéance. Maintenant, regardons ensemble à quoi pourra servir cet argent en provenance du gouvernement fédéral. Initiative 2, l'Initiative canadienne de logement communautaire, fonds 1 115 millions de dollars. Selon l'entente, cet argent pourra servir aux coopératives d'habitation, aux organismes sans but lucratif d'habitation, au HLM, ainsi qu'au développement de nouvelles unités de logement social et de logement communautaire. Tout ceci dans le but de préserver le parc existant et son abordabilité, le régénérer et développer de nouvelles unités. L'entente précise également que cette initiative exige la préservation des unités de logement social autochtones en milieu urbain. Ultimement, le but énoncé est de réduire le besoin en logement social et communautaire et de s'assurer qu'il n'y aura aucune perte nette d'unité. Avant de passer à notre question du jour et aux interventions de nos invités, penchons-nous un petit instant sur les dispositions financières de l'initiative 2, présentées dans le tableau suivant. Nous remarquons d'abord que le montant maximal de la contribution fédérale disponible chaque année s'accroît substantiellement entre 2019 et 2028, année à laquelle se terminera l'entente. Mais comment cet argent pourrait servir au HLM? D'abord, il est primordial de mentionner que cette entente exclut complètement les HLM dont les conventions sont venues à échéance entre 2015 et le 1er avril 2019. Ce sont ainsi 10 107 logements HLM qui ne reçoivent plus aucun soutien de la part du fédéral. Soulignons qu'un bon nombre de ces unités de logement se retrouvent dans les immeubles classés D et E et sont donc en mauvais ou très mauvais état. De plus, les fonds affectés à l'initiative 2 ne peuvent pas servir à la rénovation des HLM toujours sous convention. En regard de ces conditions, nous estimons que ce sont environ 4 000 unités de logement qui pourraient être rénovées cette année grâce à l'entente.
Ce nombre s'accroîtra année après année au fur et à mesure que s'accélérera la fin des conventions HLM, tout comme les sommes allouées au fonds d'initiative, en supposant que le prochain gouvernement honorera cette entente jusqu'en 2028. Alors, c'est ce qui met la table à l'analyse de l'entente. Donc, j'inviterai dans un premier temps Robert Pilon de la Fédération des locataires HLM du Québec à nous parler un peu de son appréciation de l'entente. OK, alors, bonjour tout le monde. J'ai préparé une petite... Je ne suis pas très original, moi. Je ne peux pas rivaliser avec cette animation-là, donc j'ai préparé un petit PowerPoint. C'est que je vais m'en inspirer. Je vous présente ça à l'instant. OK. Est-ce que, juste me confirmer, Catherine, est-ce qu'on voit bien le diaporama? Oui, c'est bon, Robert. OK. Donc, peut-être d'abord se rappeler que lorsqu'on parlait de la fin des conventions, selon les estimations les plus récentes qu'on avait, c'est des estimations qui avaient été produites à la fin 2019. Ça venait du gouvernement du Québec. Ce qu'on nous disait, c'est que le manque à gagner là, pour les conventions HLM d'ici à 2033, ça équivalait à 2,250 milliards. Donc ça inclut les HLM, ça inclut également ce qu'on appelle les PSL, donc des suppléments loyers là, à l'intérieur de coopératives, d'OBNL. Donc, si le fédéral ne nous donnait plus une maudite scène à la fin des conventions, le Québec perdait 2,250 millions. Et si on détaille un peu ce 2,250 millions-là, ben on se rend compte qu'il y avait 315 millions qui allaient justement pour le programme de supplément loyer. Il y avait 1,170 milliard qui allaient au déficit d'exploitation des HLM et un autre 768 millions qui allaient pour les rénovations majeures dans les HLM. Donc, c'est pour ça que souvent, on va parler pour les camps. Dans l'animation, tantôt, on parlait de 1,8. Ben, le 1,8, c'est l'argent pour le déficit d'exploitation des HLM et l'argent pour la rénovation majeure des HLM, c'est le milliard 800 millions. Et à ça, on rajoute un 300 millions pour les PSL. Ça, c'était le manque à gagner prévu si le fédéral ne donnait plus un sou une fois que les conventions se terminent. Si on regarde maintenant l'entente, l'entente qu'on totalise d'argent fédéraux 1,8 milliard. Mais ce 1,8 milliard-là est divisé en 3 initiatives distinctes, avec chacune enveloppe. La première initiative, avec une enveloppe de 272 millions, et là le texte qui est là, c'est le texte qui est prévu dans le contrat, là, dans l'entente. Donc, appuyer les priorités du Québec en matière de réduction du nombre de ménages en besoin en matière de logement. C'est ce qui a été signé. On peut comprendre que si on vise à réduire le nombre de ménages qui ont des besoins en matière de logement, que ça signifie la construction de nouveaux logements sociaux, 272 millions. L'initiative 2, 1,1 milliard, c'est l'initiative qui a la plus grosse part du gâteau. Préserver, régénérer, accroître le nombre d'unités de logement social et de logement communautaire et préserver les unités de logement social autochtones en milieu urbain. On prévoit 1,1 milliard pour cette enveloppe-là, cette initiative-là. Et c'est clair que la rénovation du parc HLM, c'est le cœur de cette enveloppe-là. Puis la troisième initiative, 454 millions, c'est quand même beaucoup d'argent, offrir une aide à l'abordabilité, notamment en explorant des scénarios de bonification de l'allocation logement Québec. Donc, c'est assez clair, hein? L'argent fédéral servirait à bonifier l'allocation logement qui existe au Québec. Ça, c'est les 3 initiatives. Ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que tantôt, on disait que la fin du financement fédéral des HLM va permettre au fédéral d'économiser 2,2 milliards. Et là,
dans l'initiative 2, on prévoit réinvestir 1,1 milliard dans la rénovation du parc HLM et du parc de logements communautaires. Donc, nous, ce qu'on affirme, c'est que le 2,2 milliards que le fédéral ne donnera plus et qui va économiser en mettant fin aux conventions, bien, sur ce 2,2 milliards-là, pris dans le programme HLM, on va réinvestir au mieux 1,1 milliard dans les HLM. Donc, les conventions permettent de sauver 2,2 milliards dans le programme HLM et on nous promet d'en réinvestir la moitié, 1,1 milliard dans le programme HLM si tout va bien. Ça, c'est pour les 10 prochaines années. Donc, on nous dit, si tout va bien, d'ici 10 ans, on devrait vous remettre la moitié des sommes. Si on regarde la répartition des sommes convenues entre Québec et Ottawa, vous avez les 3 initiatives, vous avez les années. Ce tableau-là est éloquent à plusieurs niveaux. Premièrement, écoutez, si on regarde l'initiative 2, bien, effectivement, on dit que dans 10 ans, si tout va bien, le fédéral pourrait redonner 1,1 milliard. Mais si vous regardez la façon dont les sommes vont être accordées, 2019, 2020, 2021, les montants que le fédéral va donner, c'est des sommes qui sont assez dérisoires. 10 millions, 28 millions, 46 millions, 77 millions, c'est des petits montants. On nous dit par contre que si on est toujours vivant à ce moment-là, qu'en 2025, qu'en 2026, qu'en 2027, là, on va nous donner 200 et presque 300 millions par année. Donc, pour les 5 premières années, c'est très peu d'argent. Et plus tard, si le gouvernement est encore là, ou si le prochain gouvernement décide de toujours investir dans le logement, là, on pourrait tripler les sommes. Mais c'est les prochains gouvernements à Ottawa qui auront la décision à prendre de savoir s'ils veulent ou pas tripler les sommes. Donc, on reporte vraiment à plus tard les investissements. Pour le développement, bien, vous le voyez, il y a 272 millions, donc c'est très peu. Pour la rénovation du parc HLM, on nous redonne la moitié de ce qu'on nous donnera plus avec la fin des conventions. Et l'autre constat également, c'est que l'argent qu'on va sauver dans les HLM, ça va permettre de l'investir dans l'allocation logement au Québec. Donc, on sert de l'argent des HLM pour financer une allocation logement au Québec. C'est ce que l'entente prévoit. Vous avez là, les colonnes bleues, ce sont les HLM. Les colonnes rouges, ce sont le programme de supplément au loyer. Donc, ce que l'entente prévoit, c'est très clairement que tous les HLM qui ont été, dont les conventions se sont terminées avant le 1er avril 2019 ne sont pas couverts par l'entente. Donc, il est hors de question que Québec puisse utiliser l'argent fédéral pour financer les 10 000 HLM là, qui sont arrivés en fin de convention. Que ce soit pour payer leur déficit d'exploitation ou que ce soit pour les rénover, Québec ne peut pas utiliser l'argent du fédéral pour ces 10 000 HLM-là. Québec ne peut pas non plus utiliser l'argent pour les HLM dont les conventions vont se terminer entre 2028 et 2033. Donc, vous voyez, c'est comme la troisième partie, la troisième tranche. Là. Donc, tu as là aussi 26 000 HLM pour lesquels Ottawa va continuer d'assumer les conventions, donc de payer 50 du déficit d'exploitation et 50 des travaux de rénovation. Donc, l'entente s'applique, le fameux milliard 100 millions, pourrait s'appliquer pour les HLM du milieu, là, la tranche du milieu, entre 2019 et 2028. On parle de 46 000 logements HLM, on parle de 8 500 PSF. C'est à eux, dans le meilleur des cas, que l'entente pourrait s'appliquer si les prochains gouvernements, évidemment, acceptent d'honorer l'entente. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de la réalité, des besoins des HLM au Québec. Les HLM existent depuis plus de 50 ans. Dans les 40 premières années d'existence des HLM, le gouvernement du Québec et la SCHL mettaient très peu d'argent dans la rénovation du parc. Et il y a eu vraiment un laisser-aller.
cours des 40 dernières années, ce qui fait qu'en 2007, dans le cadre du plan québécois des infrastructures, la Société d'habitation du Québec avait convenu d'un plan audacieux de modernisation du parc. Il faut dire que la SHQ évaluait qu'il y avait un déficit d'entretien d'au moins, à l'époque, d'au moins 3 milliards. Donc, le parc faisait dur en maudit. On appelait ça un déficit d'entretien. Et donc, on avait convenu, sur 10 ans, d'investir en moyenne 300 millions par année dans la rénovation du parc. Et c'est ce qui a été fait. De 2008 à aujourd'hui, à raison de 300 millions par année au Québec, on a investi pas loin de 3 milliards 900 millions dans la rénovation du parc. Donc, on parle d'une moyenne de 300 millions par année. Retenez le chiffre 300 millions parce qu'il est important. Et ça a permis de rénover des habitations. Vous avez notamment la photo d'une habitation à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, d'un HLM qui a été retapé. Et on peut être fier des rénovations qui ont été faites. Il y a un bon nombre de logements, d'immeubles HLM au Québec qui ont été bien rénovés et qui vont donc être un actif pour les 30, 40, 50 prochaines années. Puis, ce sont de bons investissements. Ce n'est pas de l'argent qui est gaspillé, contrairement à bien d'autres investissements. Dans le cadre du programme des infrastructures, que ce soit pour les écoles, les viaducs, les hôpitaux, le gouvernement s'est donné une méthode. Il y a des cotes de vétusté. Puis, donc, ça va de A à E. A, l'immeuble est en très bon état. B, il est en bon état. C, il est dans un état satisfaisant. D, il est en mauvais état. Et E, il est en très mauvais état. A, B, C, D, E. Pourquoi je parle de ça? J'y viens. En 2017, la Société d'habitation du Québec avait produit un bilan de santé de tous ces immeubles. Je pense qu'il avait visité plus de 90% des immeubles HLM au Québec. Et la Société disait qu'il y a 21% du parc HLM qui est coté D ou E. Et ça, c'est en 2017. Et dans son plan stratégique, la SHQ se disait sur 5 ans, donc de 2017 à la fin 2021, on veut ramener ce 21%-là des immeubles, on veut les ramener à un état satisfaisant. Donc, on veut les faire passer de D à E pour les ramener au moins à C. Et là, on parle de 1426 immeubles HLM au Québec qui étaient cotés D ou E. On a investi 300 millions par année et malgré ça, le constat que faisait la Société d'habitation du Québec cette année, c'est qu'après 4 ans, c'était un plan de 5 ans, on voulait toutes les ramener à C en 5 ans, bien, après 4 ans, il y avait moins de la moitié des 1426 immeubles qui avaient été ramenés à un état satisfaisant. Plus de la moitié, on parle de 761 immeubles, avaient continué de se dégrader. Et ça représente 11% des HLM au Québec. C'est ça qui explique qu'il y a des HLM barricadés à Joliette, à Saint-Jérôme, à Montréal et dans plusieurs autres villes. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y avait 21% du parc côté DE il y a 4 ans. On voulait les ramener à C. La SHQ a échoué. On en a juste rénové la moitié. L'autre moitié a continué de se détériorer. Et ça, c'est malgré le fait qu'on investissait 300 millions par année. Mais il n'y a pas juste ces immeubles-là qui se sont dégradés. L'ensemble du parc, lui aussi, a continué à vieillir. Et là, je vous donne l'exemple de Montréal. Si vous regardez le tableau, en haut, on dit 30 juin 2018, 23 septembre 2019. À vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SHQ avait produit un bilan de santé à tous les 5 ans. Donc, dans le bilan de santé précédent 2018, à Montréal, on disait qu'il y avait 57 immeubles cotés A, B ou C. Et dans le dernier bilan de santé qui vient d'être fait, en date de septembre 2019, bonne nouvelle, on constate qu'il n'y a plus 57 immeubles qui sont cotés A, B ou C. Il y en a 98. On se dit, mon Dieu, c'est merveilleux, hein? On a progressé, la situation s'est améliorée, heureusement. En mauvais état, côté D, il y avait 323 immeubles.
il y en a 192 maintenant. C'est que là, on pourrait dire, mon Dieu, c'est merveilleux, la situation s'améliore. Le problème, c'est pas que les immeubles qui étaient cotés D sont devenus meilleurs, sont devenus A, B ou C. Le problème, c'est qu'au contraire, ils ont continué de se détériorer. Si on regarde le nombre d'immeubles qui sont en très mauvais état à Montréal, il y en avait 453. Maintenant, il y en a 543. Il y a 100 immeubles de plus qui se sont dégradés. Évidemment, ça, c'est un constat qui est accablant. Ça veut dire que le 300 millions qui est accordé chaque année par la SHQ aux offices pour rénover des immeubles, ce n'est pas suffisant. On recule au lieu d'avancer. À Montréal, excusez-moi, à Montréal, l'Office évalue à 1,89 milliard la somme dont il y aurait besoin aujourd'hui pour s'attaquer aux immeubles qui sont en mauvais état. On parle d'1 milliard de dollars dont on aurait besoin maintenant pour prendre des immeubles qui sont en mauvais ou en très mauvais état à Montréal et les remettre en état. Autre donnée sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le petit tableau qui est en dessous. Quand on regarde, il y a 42 habitations à Montréal dont les conventions se sont terminées avant le 1er avril 2019. On parle de 2750 logements, donc 3000 logements. Et ces immeubles-là auraient besoin aujourd'hui de 198 millions parce qu'ils sont cotés D ou E. 3000 logements HLM, on a besoin de 200 millions maintenant. Et malheureusement, ces immeubles-là ne peuvent pas bénéficier de l'entente fédérale provinciale puisqu'ils en sont exclus. Donc, juste à Montréal, 88 % du parc HLM est coté D ou E. 88 %. Et on a besoin d'1 milliard maintenant. Ça, c'est la situation à Montréal. C'est la pire situation. Au Québec, il y a des offices qui ont réussi au cours des 10-12 dernières années à remonter la côte, à remettre en bon état la majeure partie de le parc. La situation n'est pas aussi catastrophique dans tous les offices du Québec. Donc, il ne s'agit pas d'extrapoler l'exemple de Montréal puis de multiplier par 3 pour faire un portrait global du Québec. Mais je tenais à vous donner cet exemple-là. Imaginez, on a besoin d'1 milliard juste pour Montréal. Et dans le meilleur des cas, l'entente fédérale nous donnerait 1 milliard 100 millions. Mais ce n'est pas tout. Mais j'achève. Donc, premier constat, 300 millions en rénovation par année au Québec, ça ne nous a pas permis de remettre en état le parc. Oui, ça a permis de remettre une partie du parc en état, mais il y a encore d'énormes besoins, notamment à Montréal. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que la contribution du fédéral, le milliard 100 millions, j'aimerais juste vous rappeler, je reviens au début, quand on regardait le manque à gagner, on disait, le gouvernement du Québec évaluait le manque à gagner à 2 milliards 250 millions. Et là-dessus, quand on ventilait, on disait qu'il y avait 1 milliard 170 millions comme contribution au déficit d'exploitation des HLM. Ça veut dire que, et seulement 768 millions dans la rénovation. Ça, si vous faites le ratio, là, ça veut dire que dans la contribution du fédéral, 60 % de l'argent allait aider à payer le déficit d'exploitation pour que les loyers restent à 25 %. 60 % de l'aide fédérale allait à maintenir les loyers à 25 % et 40 % de l'aide fédérale allait à rénover les immeubles. Et là, donc, si on n'a plus l'aide fédérale, si l'aide fédérale est seulement d'1 milliard 100 millions et que 60 % de cet argent-là allait à payer le déficit d'exploitation de nos HLM pour que nos loyers restent à 25 %, puis qu'il restait juste 40 % du milliard 100 millions pour aller à la rénovation des immeubles, bien, ça équivaut à 44 millions par année en venant du fédéral. Si on rajoute à ça une somme équivalente de Québec, on parle au mieux, là, on peut penser que dans les 10 prochaines années, c'est 100 millions par année
qui pourraient aller à la rénovation des HLM. 100 millions par année, plus l'argent qui va être donné dans le cadre des immeubles qui sont toujours sous convention. Mais ça, là, c'est beaucoup moins que le 300 millions qui a été accordé dans les dernières années. Puis là, vous me voyez venir, si 300 millions par année, ça n'a pas été assez pour remonter la côte des rénovations, l'entente, si on nous donne à peine 100 millions fédéral, provincial pour faire les rénovations, ça va continuer de dépérir. Ça ne peut pas aller mieux. Ça peut juste, le stock va continuer de se dégrader plus rapidement que les investissements qu'on va faire dans la rénovation. Le plus bel exemple, évidemment, c'est Montréal. Montréal a besoin d'1 milliard maintenant. Dans l'aide fédérale, on peut bénéficier de combien? Regardons-le ensemble. L'an passé, le fédéral nous donnait un beau gros 9 millions. Cette année, un beau gros 28. Additionnons-le, ça fait 30 millions. 30 millions plus un 30 millions équivalent de Québec, ça fait 60 millions. 60 millions. Si on rajoute l'argent pour l'an prochain, on est à 160 millions d'aide pour tout le Québec. Montréal a besoin d'1 milliard maintenant. On prendrait tout cet argent-là, qu'on arriverait à peine à rénover les HLM du Québec. Et là, on n'a pas parlé qu'on a besoin de l'argent du fédéral pour assumer le déficit d'exploitation. Donc, ma conclusion, c'est que ça va être très... Le milliard, 100 millions du fédéral, là, ça sert à maintenir... Si on maintenait les loyers à 25 % avec ce milliard 100 millions-là, là, comme je vous dis, il resterait des sommes ridicules pour la rénovation. Donc, l'argent du fédéral n'est pas suffisant pour à la fois maintenir les loyers à 25 % au Québec et procéder à la rénovation du parc de HLM. C'est clair, il manque. Et pourquoi il manque de l'argent? Bien, on vient à la genèse. Si les conventions se poursuivaient, le fédéral nous donnait 2 milliards 200 millions, ils vont nous en donner juste 1 milliard 100 millions. Il manque 1 milliard de dollars, que ce soit pour payer le déficit d'exploitation des HLM ou pour faire la rénovation des HLM. Il nous manque 1 milliard de dollars du fédéral dans cette entente-là. Et si le fédéral ne nous la donne pas, bien, il va falloir soit que ce soit Québec qui le prenne dans ses propres budgets ou encore qu'on augmente de façon importante les loyers des locataires en HLM pour aller trouver l'argent ou, et j'arrive avec mon dernier point, l'entente du fédéral et du provincial dit qu'on doit maintenir le même nombre d'unités. Ça peut être en habitation réelle, en HLM, comme ça pourrait être en PSL, donc en supplément au loyer versé. Et pour moi, c'est évident qu'actuellement, si les offices n'ont pas suffisamment d'argent pour rénover le parc, bien, beaucoup d'offices vont devoir trouver un plan B. Et le plan B, c'est qu'à défaut d'être capable de rénover les immeubles, bien, on va devoir en démolir, en vendre, essayer de faire des profits sur des terrains bien placés, par exemple près d'un métro. Et avec les sommes qu'on récupérait, ben, c'est moins coûteux de développer des PSL, donc des programmes de supplément au loyer, de placer des gens chez des propriétaires privés, par exemple, et de les aider à payer le loyer. Ça, c'est le plan B que beaucoup d'offices vont devoir envisager à défaut d'avoir suffisamment d'argent du fédéral et du provincial. Je termine avec les deux photos, je vous les explique. Il y a 3 ou 4 ans, à David-Louisville, dans le centre du Québec, il y a un office qui a démoli des HLM. Vous voyez, là, vous avez un beau tracteur là, qui démolit un HLM. Et on a vendu les terrains pour construire du résidentiel. Et ça s'est fait, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on démolissait des HLM, c'était des logements familles d'ailleurs, qu'on démolissait des HLM au Québec. Et ma crainte, je vous le dis, c'est que si on n'a pas plus d'argent du fédéral, ben, ce n'est pas la dernière fois qu'on va assister à de la démolition de HLM. J'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Robert. Donc, je vais céder la parole à Véronique qui va, à son tour, nous donner son appréciation de l'entente. Donc, à toi, Véronique. Bonjour tout le monde. Je vais
brièvement, là, quand même, là, vous présenter notre réaction à l'entente Québec-Canada. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Robert vous a dit concernant l'initiative 2 et les inquiétudes qu'on a sur la protection du parc de HLM existant, mais plus revenir sur l'ensemble de l'entente et plus largement sur la stratégie canadienne. D'abord, je veux quand même vous dire que la question du maintien et de la protection du parc de logements publics de HLM au Québec, ça a toujours été une priorité pour le FRAPRU. D'abord parce qu'on veut que les locataires qui obtiennent un logement social puissent vivre dans des conditions décentes, dans des logements salubres, à un prix qui demeure décent, mais aussi parce qu'on se bat au FRAPRU, vous le savez, pour améliorer les conditions de logement, pour obtenir davantage de logements sociaux. Et si on perd des logements sociaux qui sont très précieux, bien, on n'avance pas, même si on en gagne des nouveaux. Donc, pour nous, la protection du parc de logements sociaux a toujours été majeure et une préoccupation aussi là, chez les membres de plusieurs de nos groupes qui sont là aujourd'hui. Robert en a parlé en conclusion, je vais revenir dans le deuxième bloc sur les perspectives, mais nous également là, sur la question des HLM, la question du maintien du nombre d'unités dans le volet 2, mais qui inclut des suppléments loyers, nous inquiète grandement. Maintenant, sur la stratégie et l'entente, bien, la stratégie canadienne sur le logement, Robert en a dit un mot, mais elle est financée essentiellement par la fin des engagements financiers du fédéral en matière de logement social, donc par la fin des conventions, puis un peu aussi là, de l'initiative de logement abordable précédente, donc les sommes qui étaient transmises là, via des ententes avec les provinces par les gouvernements précédents. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouvel argent dans cette stratégie qui a été annoncée en 2017 et de laquelle découle l'entente avec le Québec. Je fais attention, on nous a dit de ne pas dire que l'entente faisait partie de la stratégie, c'est pas ça que je dis, mais l'entente dont on discute aujourd'hui, elle découle de cette stratégie fédérale sur le logement. Donc, on prend de l'argent qu'on mettait dans le logement social et on l'investit dans une panoplie d'initiatives, dont certaines ne sont pas couvertes par l'entente et continuent d'être directement, finalement, sous responsabilité fédérale. Donc, par exemple, le Fonds national de co-investissement et le financement de la construction de logements locatifs, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui n'investissent pas majoritairement dans le logement social, qui permettent, par des montages financiers complexes et dans certains cas, des programmes de prêt, de réaliser des logements dits abordables, mais pas majoritairement sociaux, et abordables avec des définitions qui nous font douter là, de l'abordabilité sur le long terme de ces logements, mais je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là aujourd'hui. Par contre, la troisième initiative qui vient également de la stratégie sur le logement, c'est l'allocation logement dont on va reparler quand on va parler de l'entente. Donc, ça aussi, ça a été un des volets de la stratégie sur le logement. Donc, on voit que dans cette stratégie annoncée en 2017, on prend les milliards annoncés, finalement, proviennent en bonne partie d'économies qu'Ottawa fait avec la fin de ses engagements financiers auprès des logements sociaux existants, mais on les investit dans une multitude d'initiatives. Donc, dès l'annonce de la stratégie en 2017, au FRAPRU, on a dit que les sommes n'étaient pas suffisantes. Je vais vous envoyer dans le chat la réaction qu'on a faite à l'époque. Et ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer de nouveaux logements sociaux. Et ça a été dit aussi ailleurs dans le Canada par des gens qui étaient très déçus de voir les sommes annoncées sur 10 ans qui ne permettaient pas de répondre à l'ampleur des besoins à travers le Canada. Donc, cette insuffisance des sommes qui déjà en 2017, lors de l'annonce de l'entente, avait été dénoncée, ça se traduit dans l'entente Québec-Canada. Donc, l'entente Québec-Canada dont on parle aujourd'hui, Robert nous a présenté le volet 1, priorité du Québec, le volet 2 qui est, grosso modo, l'argent qui peut aller dans les rénovations des HLM, et le volet 3 qui est l'allocation logement. Donc, nous, au FRAPRU, quand on a vu cette entente-là, on a dit on est déçus, mais on n'est pas surpris. Parce que le gros morceau va dans la protection, on l'a vu de façon insuffisante, mais le gros des sommes va dans la protection des logements sociaux existants. Et pour nous, ça allait de soi, compte tenu que c'est sur le dos, entre guillemets, de ces logements-là qu'on a pris l'argent. Mais on a eu une bonne déception quand on a vu l'insuffisance des sommes prévues pour le développement de nouveaux logements sociaux. Vous le savez, au Québec, seulement pour un HLM, il y a 38 000 ménages qui sont en attente. Et là, ça, c'est sans compter tous ceux et celles qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils sont désespérés de devoir attendre des mois.
quand on sait qu'il y a 195 000 ménages qui paient plus de la moitié de leur revenu pour se loger mois après mois, 82 000 qui payent plus que 80 de leur revenu pour se loger, on sait que les besoins sont énormes. Mais donc, quand on regarde les sommes annoncées, c'est sûr que ça ne va pas permettre de développer beaucoup de nouveaux logements sociaux dans les prochaines années. La ministre québécoise, lors de l'entente, a dit qu'on pourrait financer 2 800 à 4 000 logements sociaux en 10 ans. À titre d'exemple, avant l'arrivée de la CAQ, dans le dernier budget, ils s'en finançaient 3 000 par année. Là, on parle de 2 800 à 4 000 en 10 ans. Et ça, c'est si tout l'argent du volet priorité du Québec de l'entente va effectivement dans le développement de nouveaux logements sociaux, ce qui n'est pas acquis, parce que le volet 1 de cette entente-là, qui est priorité du Québec, pour lequel on prévoit 272 millions sur 10 ans, bien, ça pourrait aussi être d'autres formes d'aide au privé, par exemple, des suppléments au loyer ou d'autres programmes en habitation. C'est au Québec d'en décider. Par ailleurs, il est aussi possible que ces sommes-là aillent dans les logements déjà promis, les fameux logements pris dans la machine parce que le programme Accès Logis est sous-financé. Donc, on ne le sait pas encore s'il va aller à des nouveaux logements ou s'il va aller finalement pour accélérer, pour compléter le financement des logements qui nous ont déjà été promis année après année. Enfin, le bloc allocation, vous avez vu que là, si on parle de 272 millions pour le développement, ça représente 15 des sommes de l'entente. Robert a dit un mot tout à l'heure sur le volet 3, sur l'allocation logement, qui représente 450 millions. Et les négociations ne sont pas terminées entre Québec et Ottawa. Il y avait 3 mois après la signature de l'entente pour finir les discussions. Mais il est probable que ça aille dans l'allocation logement, qui est un programme qui existe au Québec. Le fédéral tient beaucoup à cette allocation logement-là. Nous, on trouve que c'est malheureux qu'il y ait autant de sommes qui aillent dans l'allocation logement, mais ça revient un peu, tout ça est lié à la panoplie d'initiatives qu'on a dénoncées dès 2017. On est pogné avec ça. Et là, il y a beaucoup d'argent qui va aller dans un programme québécois, mais qui n'ira pas dans l'aide structurante qui est le logement social. Donc, pour nous, c'est également une déception. On va suivre de près. On sait qu'il y a des discussions et que plusieurs groupes, et on appuie ça au FRAPRU, demandent que ces sommes-là aillent plutôt à l'aide à des suppléments au loyer utilisés en logement social, notamment pour compenser les effets du fédéral, par exemple dans des coopératives ou des OSBL, mais ou pour être utilisés pour aider des locataires de logements sociaux qui ne reçoivent pas de subvention au loyer. Par contre, pour l'instant, on peut pas penser, on ne sait pas, on souhaiterait que ce soit ça qui arrive, mais on va suivre avec attention à quoi va servir ces sommes. Par contre, une grande déception, et ça, dès 2017, on l'avait dénoncé. Il semble que Ottawa veut absolument avoir un chèque avec son logo dessus. Nous, on pense que ces sommes-là auraient été beaucoup plus structurantes si elles avaient permis d'aller dans le logement social. D'ailleurs, l'allocation logement au Québec actuellement, c'est entre 55 et 80 $ par mois. Ça ne fait pas une grande différence. Ça fait des années qu'on le dit au FRAPRU et en plus, sauf si on a des enfants où il n'y a pas accès avant 50 ans. Donc, ce n'est pas une mesure universelle. Donc, voilà pour notre appréciation générale de l'entente. On pourra reparler des perspectives tout à l'heure. Aujourd'hui, on discute principalement de la protection du parc de HLM parce que c'est un enjeu important, mais évidemment, on aura d'autres occasions pour reparler du développement. Donc, à retenir, pour le FRAPRU, la protection du parc HLM est super importante. La grande déception de l'entente, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de sommes pour assurer le développement de nos logements et notamment de faire plus de HLM parce qu'on sait qu'on a besoin davantage de logements publics et aussi de coopératives et d'OSBL, mais on ne s'attendait pas, on ne peut pas dire qu'on est déçu qu'il n'y ait pas d'argent dans le logement social dans cette entente-là parce qu'on le savait avec la stratégie qu'on avait que les sommes seraient insuffisantes pour répondre à tous les besoins. Et le fait qu'il y ait des sommes d'Ottawa pour assurer ces engagements auprès des logements sociaux existants, c'était une victoire de cette entente-là. Maintenant, comme Robert l'a bien expliqué, c'est insuffisant pour répondre aux besoins de rénovation de nos HLM et les défis restent nombreux. C'est de ça dont on va discuter dans le deuxième bloc, les perspectives de mobilisation notamment et qu'est-ce qu'on devrait porter comme demande auprès des gouvernements pour assurer davantage d'investissements à la fois dans l'entretien de nos HLM et aussi dans le développement de nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins qui sont criants partout au Québec.
Merci beaucoup, Véronique. Donc, sur ces mots plus ou moins encourageants, mais bon, regardons un petit peu ensemble avant de passer aux perspectives, les réactions des gens, puis les questionnements, en fait, que vos interventions soulèvent. Donc, première question nous vient de... Je vais vous en faire 3 en vrac. Puis Véronique et Robert, je vais vous inviter à répondre là, selon, en fait, les questions concernent soit la présentation de Robert ou de Véronique. Donc, vous pourrez vous diviser les réponses. Donc, les 3 premières questions, les voici. La première, c'est de Lucien Dionne de Kamouraska qui nous demande pourquoi avoir exclu les HLM dont les conventions sont expirées? Donc, première question. Deuxième question, c'est quelqu'un du POPIR, je ne sais pas son prénom, et qui nous demande, POPIR Comité Logement, donc il nous demande, est-ce qu'on sait où sont les HLM qui ne sont plus sous convention, sont plus conventionnés? Donc, deuxième question. Et troisième question, là, c'est vraiment par rapport à ce que tu as présenté, Robert. Est-ce que l'état du parc HLM à Montréal est dans le même état pour toutes les grandes villes? Parce que tu parlais d'un 88 d'immeubles classés D et E. Donc, est-ce que ça ressemble pas mal à ça? Tu as répondu en partie, mais je te laisserai répondre à ça également. Donc, okay. Moi, je n'étais pas dans le secret des dieux des négociations. Là. Ce qu'on s'est fait dire, c'est que puisque les négos ont commencé il y a 3 ans, on est en 2020, que c'est le fédéral qui disait, nous, les conventions sont finies, on n'a plus d'obligations légales, morales, donc on négocie sur la base de ceux qui sont encore là. Puis comme l'entente s'est conclue en 2019, ben, le fédéral insistait pour dire ce qui est passé, ce qui est fait, on n'a pas d'obligation face à ça, ça comprend des engagements sur le présent. Et le présent, c'était 2019 en montant. C'est ce qu'on s'est fait dire. Sur écoutez, il y a chaque projet d'habitation qui était bâti, il y avait une convention. Donc, oui, à la Société d'habitation du Québec, ça n'a pas été facile, là, mais ils ont dans le banque, ils ont les 3000 projets d'habitation, les 3000 conventions avec les dates d'échéance. Mais ça n'a pas été facile parce que jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, par exemple, il y a des offices qui ne savaient même pas c'était quoi les dates d'échéance de leur projet d'habitation. Mais oui, ça existe. Puis sur l'état du parc des grandes villes, Montréal, c'est la pire place. C'est à Montréal où tu as 88 du parc qui est coté DE. Par exemple, à Québec, qui est le 2e plus gros office à travers la province, ils ont 6000 unités de logement HLM. Ils ont des logements famille, des logements personnes âgées comme à Montréal. Ils ont des tours. Ils en ont même des maudites bonnes à Québec, des tours. On construisait des grandes tours sur le bord des autoroutes. Place Bardi, Bourg-Lamarque. Bon, l'état de leur parc n'est pas comparable à Montréal. L'Office de Québec a beaucoup mieux performé pour remettre en état son parc. On me disait il y a 2 semaines qu'il y avait 12 du parc qui était coté E. Donc, Québec a beaucoup mieux réussi à utiliser le 300 millions par année. Là. Puis, ceci dit, c'est ton prorata. Hein. Québec, dans les 12 dernières années, là, Québec recevait 20 millions par année avec 6 000 HLM. Puis Montréal, qui en a 4 fois plus avec 80 millions. Là. Donc, il y avait sensiblement les mêmes sommes. Mais c'est clair que la situation s'est grandement améliorée à Québec. C'est vrai aussi, vous le savez, là, à Sherbrooke, à Gatineau, à Trois-Rivières, il y a des offices qui ont vraiment réussi là, à bien rénover le parc. Pourquoi il y a une disparité comme ça? Honnêtement, là, j'en ai pas de réponse. On dirait à un moment donné que, vous savez, avec des grandes tours de 10 étages, là, si tu perds le contrôle, là, si tu laisses l'eau s'infiltrer, puis que ça coule partout, puis que la moisissure pogne, c'est plus des travaux de quelques millions que tu dois faire, c'est des travaux, tu dois défaire au complet, puis là, ça devient des travaux pharaoniques, là, c'est des 20, des 30 que tu dois investir. Et là, imaginez quand tu dois refaire au complet
une habitation, comme ça a été le cas à Montréal, puis tu dois mettre un 20 millions, par exemple, hey, ça en fait des toitures que tu n'es plus capable de faire pendant ce temps-là. Puis donc, tu as encore de l'infiltration, puis tu as encore des champignons, puis tu as encore des trappes. À un moment donné, il y a eu comme une perte de contrôle dans certaines villes. OK. Je vais être là-dessus. En fait, il y a Ludmila qui posait sensiblement la même question que le pas pire. Elle est à Montréal. Donc, elle disait, moi, comment je fais pour savoir si mon immeuble est classé D et E? Donc, oui. À Montréal, il y a 800 projets d'habitation, il y a 800 conventions. C'est sûr que c'est l'Office qui est bien placé pour savoir les dates de fin de convention. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Puis, c'est des données qui sont publiques. Là, puis l'Office collabore et ne cache pas ça. Là. Au contraire, les gros offices travaillent avec leur comité consultatif de résidents. On partage ces informations-là parce que c'est une cause commune. Hein, je veux dire, nos logements, on ne peut pas cacher l'état dans lequel se trouvent nos bâtiments. Puis beaucoup d'offices déplorent, notamment à Montréal, que Montréal réclame un minimum de 150 millions par année depuis 10 ans. Montréal, ça nous prend au moins 150 millions par année juste pour sortir la tête de l'eau. Puis ils en ont à peine 70-80 millions. Ça fait qu'ils ne sortent pas la tête de l'eau. Puis on l'a vu avec les données, là, où une bonne partie du parc continue de se détériorer au lieu de s'améliorer. Et ça coûte de plus en plus cher parce que c'est un cercle vicieux. Là. OK. On avait Sébastien Duril qui demandait est-ce que le milliard, c'est tout de suite ou étalé sur 10 ans? Mais je pense que depuis, on a vu en fait que le 1 milliard dont tu parlais, Robert, c'est le 1. Dans la petite animation, on disait 1 milliard 115 millions. Là, on disait 1 milliard, c'est 1,1 milliard. Donc, oui, effectivement, c'est étalé sur 10 ans. On a Marie-Josée Dufrapru. Dans ta présentation, Robert, elle demande, juste pour être bien sûr, quand tu parlais du 60 de l'argent fédéral de l'entente qui pourrait servir au déficit d'exploitation, puis donc, il resterait un 40 pour la remise en état. Est-ce que c'est bien ça ou c'est une démonstration de ce à quoi ça pourrait servir? Écoutez, quand le gouvernement du Québec évaluait ce que le manque à gagner, la fin des conventions, ce que ça voudrait dire comme manque à gagner, il disait, 60 de l'argent qu'on reçoit d'Ottawa, c'est pour payer le déficit puis maintenir les loyers à 25 puis un autre 40 de ce qu'on reçoit d'Ottawa sert à payer la moitié du prix des rénovations. Ça fait que bon, maintenant, le milliard 100 millions sur 10 ans qu'on va donner à Québec, Québec peut dire, bon, parfait, on sert de ça pour payer le déficit d'exploitation, on n'augmente pas les loyers. Mais où c'est qu'on trouve l'argent pour rénover? Ou ils peuvent se dire, on prend le milliard 100 millions, on le met sur rénovations, mais c'est 100 millions qu'Ottawa nous donnait pour payer le déficit sur 10 ans, là, à peu près 60 millions par année. Là. La contribution d'Ottawa au déficit d'exploitation, c'est 60 millions par année. Fait que, tu sais, ton milliard, où tu le mets sur rénovations, ou tu le mets sur le déficit d'exploitation, mais si tu voulais assumer les deux, ça te prendrait 2 milliards. Là, on en a juste un. Fait que coupe la poire comme tu veux, là, il va manquer de l'argent soit pour les rénovations ou pour assumer la part que le fédéral assumait du déficit d'exploitation. Puis le déficit d'exploitation, là, c'est pas rien, c'est 200$ par mois. L'argent qu'Ottawa nous donnait pour payer le déficit d'exploitation des HLM, là, ça équivaut à 200$ par mois sur le loyer de chaque locataire. C'est cet argent-là qu'on n'a plus. Ça fait qu'au Québec va le prendre dans ses poches, ou un gouvernement à Québec un jour va dire on n'a pas les moyens, et là, on va le prendre dans la poche des locataires. Puis juste, pour ceux qui sont bien vieux, là, dans les années 90, au FRAPRU, le FRAPRU avait sorti des études faites à la Société d'habitation du Québec qui donnaient des perspectives au nouveau gouvernement. Puis les études disaient, quand on regarde les programmes à Québec, c'est inéquitable. C'est pas juste. Parce que les gens à qui on donne l'allocation logement, ils ont juste 60 ou 80$ par mois. Puis les gens qui vivent dans les coops, dans les OBNL puis des HLM, là, les chanceux qui payent 25 %, c'est comme si le gouvernement lui donnait 400$ par mois. Fait que là, il disait ça, c'est inéquitable. Il y en a qui sont trop aidés, puis d'autres pas assez. Puis là, il faudrait trouver une façon d'aider moins ceux qui payent 25 % pour aider plus ceux qui ont juste l'allocation.
Et ça, on a toujours combattu ça. Et là, moi, ce qui me frappe, quand on regarde l'entente, ben, c'est le fédéral qui va faire ce que le provincial, ce qu'un gouvernement provincial réactionnaire n'a jamais fait. Parce que là, on va prendre l'argent de l'aide qui était donnée au HLM pour plutôt l'envoyer à l'allocation logement. Donc, on va venir corriger ce qu'on considérait être une iniquité, mais par en bas, pas par en haut, par en bas. On enlève à ceux qui avaient un petit peu d'argent, des gens pauvres, des HLM, des coop et des OBNL, on va leur enlever des trucs pour les donner à des gens qui étaient sur le marché privé locatif, lui donner une aide un peu plus grande. Mais ce n'est pas là qu'on aurait dû prendre l'argent. On aurait dû prendre l'argent chez ceux qui en ont, pas sur le dos du pauvre monde d'un HLM. OK, mais il y a un commentaire là-dessus, Robert, qui dit, ben, dans le fond, si on a le même nombre d'unités de logement au final, puis que les gens sont logés, pourquoi se plaindre? Avez-vous une réaction là-dessus? Avez-vous un commentaire? Véronique, Robert? Oui, vas-y, Véronique. Moi, j'en ai un, je le gardais pour la fin, mais je vais le dire maintenant. Ah, OK. Bien, parce que on est bien sûr, pourquoi se plaindre si on garde le même nombre d'unités puis que finalement, c'est un supplément loyer? Bien, parce que les logements sociaux, c'est un patrimoine collectif. Les HLM en particulier, les logements publics, c'est un patrimoine collectif important, d'autant plus que des logements publics, ils s'en construisent peu. Ils s'en construisent d'une façon différente avec le programme Accès Logis, mais des HLM à proprement parler, ils ne s'en construisent pas depuis le retrait du gouvernement fédéral. Et ces logements-là, où les locataires payent 25% de leur revenu pour se loger, où ils ont le propriétaire, qui est l'État, avec des services qui sont les mêmes en général, où ils ont des droits qui ont été acquis notamment grâce à la mobilisation, c'est une richesse. Donc, de les remplacer par une aide qui pourrait être temporaire, parce que les suppléments au loyer, c'est renouvelable de 5 ans en 5 ans, d'une part. D'autre part, sauf dans certains cas où il y a vraiment une étude systématique qui est faite et où les propriétaires de logements insalubres, etc., ne sont pas admis, ce n'est pas acquis et ça n'assure pas nécessairement un logement en bon état où on va avoir une sécurité d'occupation dans le contexte d'ailleurs de financiarisation du logement actuel. La sécurité d'occupation est bien relative pour bien des locataires sur le marché privé. Donc, pour nous, de protéger le parc de logements publics, c'est essentiel. Et je dirais même plus loin, est-ce qu'on voudrait perdre de ces logements pour qu'ils soient transformés dans une autre forme de logement? Ça serait une question à se poser. On sait que le Manitoba, et là, je ne compare pas le Québec avec le Manitoba, parce que le Manitoba a signé l'entente de transfert de responsabilité il y a des années, ce que le Québec n'avait pas fait. Mais le Manitoba a vendu ses logements publics. A annoncé, a mis à vendre récemment. Il y en a d'autres même pour lesquels les syndicats d'employés craignaient de les perdre. Donc, on ne veut pas que ça arrive parce que, je le disais tout à l'heure, on en veut plus de logements sociaux. C'est la seule façon d'avoir un filet social fort en matière de logement pour s'assurer que si on perd notre job, qu'on doit quitter un conjoint violent, qu'on est âgé puis qu'on veut rester dans notre village, bien, qu'on peut avoir un logement pas cher où on va se sentir chez nous, entre autres. Et donc, la protection du parc de logements publics, pour nous, c'est pas juste un nombre de logements. Puis nous, on trouverait ça inacceptable, nous fera plus qu'on perde des HLM pour les remplacer par des suppléments loyers privés. Merci, Véronique. Robert, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que tout a été dit. Peut-être juste un exemple. Dans combien de villages au Québec, il y a, à côté du cimetière et de l'église, il y a un HLM personne âgée? Les gens paient 400, 500 piastres par mois. Ces gens-là, là, qui ont juste une petite pension, il n'y aurait pas les moyens d'aller dans une résidence privée, puis Dieu sait qu'ils s'en bâtit, là, mais des résidences privées à 1000, 1400, 1800. Pour pas plus grand, souvent même c'est pour plus petit pour avoir une chambre. Donc, les HLM au Québec, ça permet notamment, c'est un exemple, aux femmes seules, âgées, qui ont juste une petite pension, de rester dans le village ou dans la ville où ils ont toujours été, d'avoir un réseau d'entraide, de soutien, de maintien à domicile, qui seraient incapables de se payer, là, mais vraiment incapables de se payer sur le privé. Puis combien de. Puis là, c'est bien beau, tu sais, mais on l'a vu,
Quand les taux de vacances sont élevés, là, puis les propriétaires ont de la misère à louer le bloc appartement, et là, ils sont ouverts au supplément au loyer, puis amenez-en, on va être bloc. Mais quand les taux de vacances sont bas, là, ils n'en veulent plus des BS. Là. Ils crissent dehors, ils cherchent à s'en débarrasser. Il y a même des offices comme Montréal, puis plusieurs autres, Longueuil, puis plein d'offices qui avaient plein de suppléments au loyer, mais ils ne trouvaient plus de propriétaires sur le privé qui voulaient prendre le locataire. Fait à ce moment-là, on est du bétail. Là. Quand ça sert l'intérêt du privé d'avoir les locataires, ils nous veulent, puis quand ça ne sert plus leurs intérêts, ils cherchent à se débarrasser de nous autres. Là, ce n'est pas juste théorique, ça, c'est pratique. Là. Quand tu as une personne qui est vulnérable, qui vit dans un bloc appartement privé, là, qui dépend de son supplément au loyer, puis là, son propriétaire, lui, a décidé qu'il n'en avait plus de besoin, puis qu'il veut le crisser dehors, c'est toutes sortes de pressions que la personne subit, là. Toutes sortes de pressions morales. C'est pas drôle à vivre, ça. C'est tout ça, le supplément au loyer privé. Là. Puis, évidemment, si on était dans un monde idéal où le secteur privé locatif était vraiment contrôlé par l'État, par la régie qui n'existe même plus, la régie, c'est tout ça. Hein? On n'est pas dans une société où on contrôle la qualité des services donnés dans le privé là, pour les plus pauvres. Là, on ne parle pas du racisme. En tout cas. Moi, je pense qu'un parc de logement social, c'est un acquis. Il y a plein de gens qui en bénéficient. Il faut les rénover puis il faut le garder, mais il faut se donner les moyens pour. Puis actuellement, on cherche plutôt comme à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je ne sais jamais lequel on habille puis on déshabille, là, mais on veut se voler l'argent entre nous autres puis l'aide entre nous autres pour être plus égal. Mais on ne sera pas plus égal, on va juste être plus collectivement plus pauvre. Il faut aller chercher l'argent ailleurs, puis c'est l'occasion que le fédéral a manqué jusqu'à présent, puis on ne peut pas accepter ça. Bien, avant de passer à justement cet appel à l'action sur ce qu'on va faire, Véronique voulait ajouter un petit point sur la dernière question. Oui, c'est une grosse question. Juste pour en rajouter, parce que Robert parlait des exemples là, du Témiscouata et tout ça, si on accepte de perdre des HLM pour les remplacer par des suppléments au loyer, c'est toute la question aussi de où vont être ces logements-là. Dans les grandes villes, est-ce qu'ils vont être proches des services? Est-ce que dans les villages, ils vont être au cœur du village? Donc, c'est aussi toute cette question-là que ça pose, d'accepter de perdre, en fait, de laisser la possibilité ouverte à ce que des HLM soient remplacés par autre chose. Et là, il faut faire attention aussi, on va en parler dans les perspectives, c'est pas parce que c'est permis dans l'entente que ça va se faire. Et c'est là la beauté de l'affaire, parce qu'ensemble, il faut éviter que cette possibilité-là soit considérée là, comme la norme. Et et c'est le travail qu'on aura à faire dans les prochaines semaines pour vraiment s'assurer que ce n'est pas le message qui va être lancé, puis c'est pas ça que tout le monde va comprendre. Fait qu'il faut faire attention, on n'est pas en train de dire attention, c'est ça qui va se faire, mais l'entente ouvre la porte à ça, et ça, ce serait un grand danger pour notre parc de logement public, mais aussi pour la place qu'occupent ces logements-là dans des villes et dans des villages, puis de faire en sorte que les locataires de ces logements-là, finalement, perdent dans leurs conditions de logement. C'est pas parce que tu es un locataire à faible revenu que tu n'as pas le droit d'avoir une belle vue sur le lac Témiscouata. Donc, voilà, donc c'est toute ça la question que ça pose aussi. Puis c'est un service public. Hein? Dans le fond, on a les gens qui s'occupent des HLM, ils ont des jobs. Ils ont des jobs syndiqués pour la plupart. Les locataires payent 25 il y a beaucoup d'acquis qui ont été gagnés grâce au travail des locataires de HLM notamment, et il faut les maintenir, selon nous. Donc, j'ouvre la porte aux perspectives, là, tranquillement. Oui, on s'en va là. Petit rappel, en fait, Véronique a mis dans la section chat la réaction du FRAPRU là, dont elle vous parlait tout à l'heure. Vous avez un lien sur la signature de l'entente. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès. Là, on a mis ça, Véronique l'a mis dans le chat. Puis sur l'entente de 2017, vous allez voir, en 2017, c'était comme quasiment prémonitoire à notre réaction à l'entente. Donc, vous allez pouvoir comparer les deux. Je vous les remets là, parce que c'est rendu loin dans le chat. Loin. Oui. Ouais. Donc, étant donné l'heure qui avance, il est déjà 2h35, on va passer tout de suite au bloc 2, puis il y aura une deuxième période de questions là, suite au bloc 2. Donc, je continue à prendre les interventions. Ah, il y avait une main levée.
Sylvain, je pense que je vais venir te voir après le bloc 2, si tu peux retenir ta question. Donc, on voudrait vous entendre à nouveau. On va débuter cette fois-ci avec Véronique, puis ensuite on passera à Robert. Donc, sur les perspectives, hein, les actions, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait interpeller Québec, comment on pourrait interpeller Ottawa en regard des constats que vous avez fait tout à l'heure. Bonjour. On a déjà bien mis la table, donc je vais y aller en quelques minutes seulement. D'abord, les perspectives, les deux sont liés, hein, autant sur la protection de l'existant que sur la possibilité de développer davantage de logements sociaux pour répondre aux besoins qui sont grands. D'abord, Robert l'a bien dit, il manque 1 milliard de dollars pour la protection de l'existant. Et si ça ne vient pas d'Ottawa et que il va falloir que ça vienne de Québec. Et si Québec le met tout seul, bien, 1 milliard de dollars, ça risque bien d'influencer des décisions sur les autres postes budgétaires en matière de logement social qui sont malheureusement déjà peu priorisés dans les derniers budgets. Donc, au PRAPRU, on pense qu'il faut continuer à demander à Ottawa de financer davantage le logement social existant qu'il a contribué à mettre sur pied par le passé, donc ses engagements à long terme. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les investissements dont on a besoin maintenant, mais on voit déjà aussi dans 10 ans les sommes supplémentaires qu'il va falloir demander à Ottawa et qu'il faut obtenir, sinon on va se retrouver face à un problème similaire. Donc, on pense qu'Ottawa doit faire plus. Le problème, c'est que les sommes ont été annoncées dans la stratégie canadienne sur le logement qui était annoncée pour 10 ans. Donc, il faut qu'on obtienne une bonification de cette stratégie-là. La bonne nouvelle, c'est qu'Ottawa, dans le discours du trône qui a été prononcé cet automne par la gouverneure générale, il était nommé mot pour mot que le gouvernement Trudeau allait bonifier sa stratégie sur le logement. On ne sait pas encore comment ça va se faire. On sait qu'il y a déjà eu des annonces récentes sur une initiative de création de logements rapides, mais ça pourrait inclure des sommes supplémentaires, par exemple, pour le parc existant, et ça nous fait quelque chose à quoi s'accrocher pour appuyer nos revendications d'investissement supplémentaires, autant pour les logements existants que pour les nouveaux logements sociaux pour lesquels on a besoin aussi d'argent. Le problème avec la protection de l'existant et de nos HLM, c'est que l'enjeu des besoins de rénovation du logement public est peu soulevé dans les autres provinces par les mouvements sociaux en habitation notamment, et c'est moins documenté que ce qu'on fait au Québec, notamment parce qu'avec le transfert de responsabilité qui avait été accepté à l'époque, bien, la réalité d'une province à l'autre diffère beaucoup. Donc, quand on sait qu'il y a des besoins pour des nouveaux logements sociaux, on sait combien il y a de ménages qui ont des besoins impérieux de logement à travers le Canada, on a des statistiques, on sait que c'est 1,2 million, on peut dire qu'il y a des besoins. Mais pour les logements publics à travers le Canada, compte tenu que dans toutes les provinces, ce n'est plus la responsabilité de la province nécessairement, c'est plus difficile d'avoir un portrait clair. Et ça fait en sorte que, des fois, on est tout seul de notre bord au Québec à revendiquer davantage pour la protection de l'existant. Donc, il y a des sommes, et donc, c'est un enjeu auquel on fait face. Au PRAPRU, on a déjà commencé à vouloir en faire une priorité puis à travailler avec d'autres à travers le Canada pour réussir à le mettre de l'avant aussi puis à le garder dans les priorités et les préoccupations des groupes. Sur donc Ottawa, on pense qu'il va falloir se préparer en vue notamment de la prochaine campagne électorale pour garder cet enjeu-là au-dessus dans la liste des priorités, même s'il y a des sommes qui ont été prévues par l'initiative, puis qu'il faut être capable de faire un travail de vulgarisation pour convaincre les gens que ça demeure un enjeu. Même au Québec, il y a tout un beau travail qu'on a fait dans les dernières années, dans les derniers mois pour dire hey, les HLM, ça n'a pas de bon sens, il faut investir. Mais là, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est gagné maintenant. Donc, il faut être capable de continuer à montrer pourquoi c'est un enjeu. Puis aujourd'hui, c'est une première étape entre nos deux organisations pour bien s'expliquer les choses. Puis ensuite de ça, on va voir ensemble comment on veut continuer à travailler là-dessus ensemble pour faire cheminer ces demandes-là. Sur donc la protection, ça c'était sur la protection de l'existant. Donc nous, on souhaite bien continuer à travailler là-dessus avec la Fédération des locataires de HLM, c'est le souhait de nos membres. Sur le développement de nouveaux logements sociaux,
Bien là, avec la relance, ces temps-ci, on parle beaucoup d'infrastructures publiques. Encore un matin, il y avait un communiqué de presse de même, pas seulement des groupes de ressources techniques, mais des promoteurs immobiliers de l'industrie de la construction qui disaient que le logement social doit être au cœur de la relance. On ne sait plus sur quel ton il faut le dire. On ne comprend pas pourquoi le logement social, pour lequel les besoins sont grands, n'est pas mis au cœur de la relance post-pandémie avec les besoins qu'on connaît. Et on pense que là-dessus, il y a un travail aussi important à faire pour d'abord que le Québec mette davantage de son propre argent, parce qu'on a vu aujourd'hui que le fédéral, les sommes prévues par le fédéral, malheureusement, il ne faut pas compter là-dessus actuellement pour se doter d'un grand chantier là, de logements sociaux. Donc, il va falloir demander au Québec d'en mettre plus pour répondre aux besoins, mais aussi continuer à interpeller Ottawa pour qu'il prévoie des investissements supplémentaires pour le développement de nouveaux logements sociaux. On pense que le contexte actuel avec la pandémie qui a mis en lumière les conséquences de l'insuffisance du filet social en matière de logement se prête à ça, mais aussi la crise du logement qui est vécue à travers le Québec sous différentes formes dans différentes municipalités, grandes et petites. Donc, encore là, comme je le disais, le gouvernement Trudeau a promis de bonifier sa stratégie. Ça serait un bon point d'accroche pour obtenir, en fait, pour demander et gagner l'argent supplémentaire. Donc, les revendications du FRAPRU, pour notre part, c'est qu'à Ottawa, qu'on demande des sommes supplémentaires à Ottawa pour remettre en état les HLM du Québec, pour qu'ils maintiennent aussi ses engagements au-delà de 2028. Et qu'on obtienne une hausse significative de la contribution fédérale, donc pour l'entretien des HLM du Québec. On veut aussi 3 milliards de dollars par année pour le développement de nouveaux logements sociaux à travers le Canada. On pense que ça permettrait de contribuer significativement au budget du Québec pour sa part, pour qu'il finance, lui, un grand chantier de 50 000 nouveaux logements sociaux. C'est ce qu'on demande au gouvernement du Québec sur 5 ans. La Colombie-Britannique s'est donné un plan de 120 000 logements sociaux en 10 ans, 117 000 pour être exact. Avec une population moins importante qu'au Québec, on ne comprend pas pourquoi on ne se donne pas un plan sur plusieurs années pour arrêter année après année de toujours être en train d'attendre après un budget, faire des mémoires prébudgétaires puis attendre pour savoir s'il va en avoir ou s'il n'y en aura pas. On trouve que c'est ridicule qu'on ne soit pas capable comme société de se donner une vision claire et c'est ça qu'on demande au gouvernement du Québec. On sait que l'argent de l'entente ne sera pas suffisant à lui seul pour le faire, mais à court terme, si on pense que minimalement, il faut que les sommes issues de l'entente aillent dans de nouveaux logements sociaux. Et ça, c'est même pas gagné, comme je le disais tout à l'heure. On ne sait pas si ces sommes-là vont servir à faire des nouvelles annonces ou si elles vont servir à financer la promesse électorale de livrer les logements pris dans la machine, annoncés dans les budgets des gouvernements antérieurs et pas encore réalisés. Et c'est sûr que nous, on trouve qu'il y a une petite ironie là, parce que la plupart de ces logements-là qui sont pris dans la machine actuellement, là, il y en a plus de 12 000, bien, ils ont été annoncés avant même l'annonce de la stratégie fédérale sur le logement. Fait qu'il y aurait quand même une ironie qu'on utilise cet argent-là pour lequel qu'on nous a fait miroiter pour financer des logements qui ont été budgétés avant même, finalement, que Ottawa annonce sa stratégie. Alors, voilà. Fait que pour le reste, bien, je vais laisser Robert qui pourra parler plus en détail sur les perspectives pour la protection du parc de HLM. Je pense qu'on a bien dit que par rapport à la protection du parc de HLM, il y avait un enjeu de voir que ça allait vouloir dire, là, le maintien du nombre de logements. Donc, voilà. Je vous laisse Merci beaucoup, Véronique. Donc là, hein, on a un petit enjeu de temps. Donc, Robert, si tu veux nous faire ça assez résumé, mais on te laisse quand même la parole puis le temps de le dire, mais juste pour être certain qu'on a le temps de prendre quelques interventions, il y a des gens qui souhaitent prendre la parole. Donc, je te cède la parole à toi, puis voilà, si tu es capable de nous faire ça résumé, ça serait bien. Oui, on n'a pas tout l'argent qu'on aimerait avoir dans l'entente puis dont on aurait absolument besoin. On ne l'a pas tout eu. Ceci dit, moi, je pense qu'il ne faut pas être trop dépressif non plus. Vous savez, moi, en 1993 ou 1994, je ne me rappelle pas exactement, là, on campait sur la rivière des Outaouais au mois de février. Il y avait le Parlement en face de nous autres. On n'avait pas le droit de manifester devant, donc on manifestait derrière sur la rivière des Outaouais. Puis c'est là qu'on a appris que sous Mulroney, il ne construirait plus jamais de nouveau HLM, puis qu'une fois que les ententes seraient terminées, il ne mettrait plus jamais de maudite scène dans le logement social parce que ce n'était pas une compétence du fédéral. Ça, ils nous ont annoncé ça en 1994.
30 ans plus tard, on critique une entente où il y a quand même 1,8 milliard du fédéral qui va être investi au Québec dans le logement. Bon, ça a pris 30 ans, tu sais, mais il y a 30 ans, j'étais assis à la glace, les deux mains dans ma face, en me disant on vient d'en manger toute une. Bien, 30 ans plus tard, oui, on critique. Mais on critique quoi? On critique le fait qu'ils ont quand même mis ils vont peut-être mettre 1,8 milliard, puis on trouve que c'est pas assez. Mais la lutte a payé. Elle a été longue, mais elle a payé. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il faut lutter pour qu'ils repayent encore une fois. Bon, sur l'argent qui est là, moi, je dirais, premièrement, il faut s'assurer que le gouvernement du Québec va l'utiliser le plus intelligemment possible, cet argent-là. C'est pas acquis, ça. La ministre Laforêt va faire des consultations au mois de janvier. Il faut s'assurer que l'argent qui est pris au détriment du parc de logement social soit réinvesti dans le logement social pour rénover puis maintenir les loyers. Puis il ne faut pas qu'il y ait une scène qui aille ailleurs, puis il ne faut pas qu'il y ait une scène de cet argent-là qui aille au privé. Si on veut sauver le parc social, la moindre des choses, c'est que cet argent-là aille tout au logement social et non pas au privé. Ça, c'est la première bataille face à Québec. L'autre bataille, il ne faut pas que le gouvernement du Québec s'assoie sur ses lauriers puis se pète les bretelles en disant, regardez, là, on a signé avec Ottawa, tout est réglé. Il n'y a rien de réglé. Il faut que Québec revendique plus d'argent d'Ottawa. Idéalement, il faudrait que toutes les provinces au Canada réclament qu'Ottawa, la moitié de nos impôts allent à Ottawa, bien, Ottawa a une responsabilité dans l'habitation. Donc, moi, je pense qu'il faut miser sur le gouvernement du Québec. Parce que, soyons clairs, là, si le gouvernement du Québec ne revendique pas haut et fort que le fédéral en mette plus, puis qu'il n'y a pas un front commun avec d'autres provinces au Canada, c'est limiter ce que les groupes sociaux et que la société civile peut obtenir tout seul. C'est pas pour rien qu'on a obtenu ça, c'est qu'on l'a vu. Les municipalités, les partis politiques, c'était vaste, là, les gens au Canada qui réclamaient un réinvestissement fédéral. Il faut reprendre le bâton du pèlerin, puis il faut réobtenir encore qu'on ne se satisfasse pas de ce qu'on vient d'obtenir à Québec. Puis il faut que le plus de groupes, d'organisations, de partis disent ça prend un autre réinvestissement du fédéral. Ça va-tu prendre 30 ans? J'espère que non. J'espère qu'on va capitaliser plus rapidement, mais on n'y échappe pas. Ça va prendre un fort rapport de force pour convaincre le fédéral qui pense qu'il vient de régler avec toutes les provinces, de convaincre le fédéral de réinvestir plus que ça. Là. Et que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs qui s'en viennent, ou que ce soit d'autres, c'est clair qu'il faut recomposer ce mouvement-là. Puis actuellement, ce mouvement-là a tendance à dire on vient de signer une entente, phew, c'est réglé. Il faut dire non, c'est pas réglé. Il faut reprendre une deuxième ronde de négociation. On n'a pas le choix, on n'y échappera pas. Puis le fait qu'on ait gagné, moi, je me dis ça devrait nous motiver à penser qu'on peut encore gagner. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Merci, Robert. On va prendre deux interventions. En fait, je vais inviter Sylvain qui avait la main levée tout à l'heure à intervenir. Puis ensuite, Marie-Josée Corriveau du FRAPRU. On va prendre deux questions. Donc, Sylvain, si tu veux ouvrir ton micro, je te donnerai la parole. Bon, ça y est. Ben, j'avais envoyé ma question. C'est juste concernant, dans la troisième entente où on parle justement de la possibilité de démolir et d'amener des PSL, remplacer ça par des PSL, entre autres. Est-ce que cette entente-là, mon questionnement vient, est-ce que ce serait Québec qui aurait eu cette initiative pour se donner une porte de sortie, parce que ça me donne cette impression-là. Je serais surpris que le fédéral ait eu cette idée géniale de dire, regardez, j'ai l'impression que ça vient plus de Québec. Est-ce que, je ne dirais pas que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça serait Québec qui aurait comme porte de sortie si on n'est pas capable de construire des logements abordables. Puis là, regarde, il y a la question des logements modestes aussi. Alors, tu sais, je me dis, bon, on va en démolir, puis on va construire d'autres choses, ou bien on va mettre des PSL à ce moment-là pour remplacer. Merci, Sylvain. Donc, avant de répondre, je vais quand même prendre une deuxième question. Je vais céder la parole à Marie-Josée
Je te laisse ouvrir ton micro. Oui, c'est fait. Écoute, c'est pas une question, c'est un commentaire. Est-ce que je peux le faire? Dis. Bon, regarde, d'abord, je vais essayer de faire ça aussi court que possible. La première chose que je dirais un peu pour me démarquer de Véronique, ma collègue Véronique, c'est que moi, j'ai quand même cru, et aujourd'hui, je viens de me rendre compte que je m'étais trompée, je me suis fait avoir comme un néophyte. J'ai quand même cru que l'argent de l'entente fédérale provinciale, c'est de l'argent qui s'ajoutait aux sommes que le fédéral s'était déjà engagé à verser pour les fins de convention, pour les déficits d'exploitation, et que les sommes qui étaient mises sur la table allaient essentiellement servir à rénover des HLM qui arrivent en fin de convention. Parce que c'est ça le plan de match que les fédéraux nous ont vendu avec la stratégie canadienne sur le logement en 2017, c'est qu'on sait qu'il y a un parc de logements d'ensemble de logements sociaux qui arrivent à échéance. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est on veut être sûr qu'ils vont être en bon état quand le fédéral va se retirer complètement. Donc, moi, j'ai toujours pensé que ces sommes-là s'additionnaient à ce qui était déjà engagé à payer pour les déficits d'exploitation. Là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le cas. Alors, je suis surprise et je suis furieuse. Furieuse contre moi-même pour les avoir crus et furieuse contre eux autres d'avoir eu une idée aussi perverse et surtout d'avoir perverti le discours depuis 2017. C'est des commentaires éditoriaux que je vais faire essentiellement, je vais vous le dire. L'autre chose que je mentionnais tantôt dans le chat, c'est que Jean-Yves Duclos, je l'ai rencontré à quelques occasions quand il faisait sa job de peddler pour vendre la stratégie canadienne sur le logement en 2018-2019. Puis je lui ai posé la question, je veux dire, comment allez-vous vous assurer de l'abordabilité des loyers dans les HLM une fois que vous ne serez plus là, si on ne peut pas compter sur les voisins et les voisines pour monter les loyers. Tout le monde est pauvre dans les HLM. Il m'a dit, il n'y aura pas de problème, on va payer ça avec la location logement. Or, on se rend compte que la location logement, ça ne peut pas aller aux locataires de HLM qui bénéficient encore de subventions via les déficits d'exploitation. J'ai essayé de lui dire, il m'a coupé la parole. Ça, c'est arrivé à quelques reprises au cours des derniers mois. L'autre chose qui me met furieuse, c'est que en 1994, effectivement, c'est les libéraux qui ont appliqué la décision des conservateurs. Les libéraux d'Ottawa ont décidé de mettre un terme définitivement au développement de nouveaux logements sociaux avec des ententes à long terme. Donc, il avait planté le premier clou dans le cercueil, et là, aujourd'hui, ils sont en train vraiment de l'enterrer, le cercueil. C'est ce que je comprends là, de l'entente qu'on a sous les yeux et de ce qu'ils sont en train de faire. Puis je vous le dis, moi, ça me met furieuse parce que ce qu'on est en train de perdre, c'est aussi notre référence au modèle. Tu sais, quand le Frappru réclame du logement social, il peut s'appuyer sur ce que ça donne de bien dans les communautés, notamment avec les HLM qui durent depuis longtemps et qui sont, il faut bien l'admettre, plus visibles que les coopératives et les OSBL. Ils sont plus nombreux aussi, c'est un peu normal. Et là, on est en train de perdre cette référence-là. Fait que non seulement on est en train de promettre des mauvaises années aux locataires de HLM, mais on est en train d'enterrer les espoirs des ménages requérants qui n'avaient pas encore eu accès à du logement social. Ça me met le feu au cul, passez-moi l'expression. Il y aura, la chose, et là, c'est là que je reviens aux interrogations plus en termes stratégiques. Il aura fallu un rapport du directeur parlementaire sur le budget en 2019, en juin 2019, pour mettre en lumière le fait que le fédéral subventionne et finance sa stratégie canadienne sur le logement abordable à même la fin des déficits d'exploitation, de ces subventions aux déficits d'exploitation des HLM. Ce n'est pas compliqué, c'est un vase communicant. Plus il y a de déficits d'exploitation qui arrivent à échéance, plus il y a de conventions HLM qui arrivent à échéance, plus le gouvernement est à même de subventionner le développement de logements privés supposément abordables et qui ne le sont absolument pas. On fait passer l'argent du secteur public au secteur privé. C'est pas compliqué, et du secteur privé à but lucratif par-dessus le marché. Puis puis le rapport du directeur, il n'est pas évident à lire, il faut s'y connaître un peu. Moi, ma question à ce moment-là, c'est plus comment on aborde ça sur la place publique. Cet été, quand on a fait un gain, c'est parce qu'on a énoncé clairement les besoins. Il y avait d'une part des gens qui se retrouvaient à la rue à cause de la pénurie de logements et d'autre part des HLM barricadés.
Puis là, ça a été facile de faire la démonstration que ça n'avait pas d'allure, ni les propositions faites par Québec, ni celles faites par Ottawa. Puis ça a mis les journalistes et les politiciens, il faut se le dire, et les politiciens sur le cas des deux gouvernements pour réclamer des nouveaux investissements. C'est pour ça que moi, j'ai comme l'impression qu'en termes stratégiques, on aurait plus intérêt. Il faut les faire, nos démarches de représentation auprès de Québec et Ottawa pour s'assurer que la négociation aille le plus possible dans notre sens. Mais ce n'est pas avec ces arguments-là qu'on va réussir à frapper l'imagination de la population et aussi à alerter les requérants de logements sociaux et ceux qui habitent déjà en HLM sur les dangers importants qui les menacent pour les mobiliser ultimement, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il va falloir aller dans la rue, on n'aura pas le choix là, pour réclamer ces investissements-là. Et je ne suis pas sûre qu'une approche qui vise juste à essayer d'expliquer les consultations, les consultations entre les deux paliers de gouvernement, les tenants et les aboutissants, qu'on va aboutir à des résultats probants. En tout cas, si je me fie à l'expérience de cet été. Puis l'autre élément que je trouve important, c'est que cet été, on a constaté qu'on avait des appuis du côté des municipalités. Les municipalités sont alarmées, elles aussi apparemment, là, visiblement même, je dirais, par ce qui est en train de se passer. Il y a eu une multiplication d'interventions suite à un communiqué de presse de l'Union des municipalités du Québec et avant ça, de la Fédération. Marie-Josée, oui. Je veux pas te couper, mais si tu peux conclure parce que j'ai quand même des commentaires puis le temps file. C'est beau, j'arrête. Ça veut juste dire, il y a de la passion, là. On a beaucoup, oui. On aurait encore beaucoup à dire. Donc, c'est le fun de finir sur cette note-là. J'aimerais quand même mentionner les commentaires, les questionnements rapidement qu'on a reçus parce que les gens ont pris la peine d'écrire avant de céder un dernier tour de parole à nos deux invités. Donc, on avait Joanne de Dos-Montagne qui nous dit, au bout de la ligne, si les investissements sont insuffisants, le manque pourrait se traduire pour nous par une augmentation de loyer. Puis, comment ça se fait, en fait, que si c'est pas assez pour préserver le parc existant, Joanne, elle se demande comment ça se fait qu'on peut penser à construire. Donc, c'est une réflexion, questionnement. Il y a Constant Joly de Sherbrooke qui se demandait comment sensibiliser les comités consultatifs à l'intérieur des offices à cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu, on a vu beaucoup de chiffres aujourd'hui, hein, des tableaux, un historique de financement, comment on pourrait faire pour sensibiliser les gens. Je pense que c'est un très bon questionnement. Donc, j'arrêterai ici et je céderai la parole d'abord à Véronique pour nous faire une conclusion, un petit tour d'horizon. On a dit beaucoup de choses, mais juste avant de se quitter. Oui, c'est une première là, sur ce sujet-là, entre la Fédération et le FRAPRU. On trouvait que c'était important de faire un événement conjoint parce que nos deux organisations s'intéressent au sujet. Nos membres travaillent en complémentarité, mais pour assurer puis obtenir des améliorations aux conditions de logement. On en a parlé longuement. Les HLM, c'est un patrimoine collectif. Le logement social, en général, est nécessaire pour renforcer notre filet social et répondre aux besoins. Je fais un petit clin d'œil par la bande aux commentaires. Pour nous, au FRAPRU, les deux enjeux ont toujours été aussi importants. La protection et l'amélioration des conditions de vie des locataires de HLM, parce que dans le fond, on ne veut pas juste avoir un logement social, on veut des conditions de vie décentes. Mais d'autre part, les besoins sont énormes. Et si on ne fait pas plus de logement social, on n'améliore pas les conditions de vie de centaines de milliers de personnes qui sont actuellement mal logées puis qui paient mois après mois beaucoup trop cher finalement au détriment de leurs autres besoins essentiels puis de la nourriture comme on le voit de plus en plus pour se loger. Donc, ces deux enjeux-là sont importants, mais la question de la protection du parc de logement, on pense qu'il ne faut pas l'invisibiliser, que les enjeux sont réels et c'est pour ça qu'on espère dans les prochains mois pouvoir continuer à travailler ensemble pour la suite des choses. Et il y a un dialogue là, entre la Fédé et le FRAPRU, il y a un désir de travailler ensemble pour voir comment on met ces enjeux-là sur la place publique puis qu'on obtient des gains finalement pour la protection de ce parc de HLM. Donc, je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir été là. Ce n'était pas un sujet simple. Il y a beaucoup de technicalités, beaucoup de chiffres. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la vidéo va être disponible en ligne. Puis, je vous dis au plaisir d'en discuter. Et c'est pas dit qu'il n'y aura pas un autre événement de ce type, informatif là, qui sera organisé sur ce sujet-là, peut-être plus en profondeur dans les prochains mois.
Et je vois le pas pire qui dit « On veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. » Ben oui, c'est sûr! Vous savez, au Frappru, on a une belle bannière verte qui dit « On veut des HLM au cœur des quartiers qu'on aime. » Mais on se bat pour que les gens puissent demeurer dans leur quartier actuellement. Et si on veut que les gens qui sont actuellement déplacés par les stratagèmes comme les rénovictions qui sont croissants, hein, les promoteurs de toutes sortes utilisent de toutes sortes de stratagèmes pour se débarrasser des locataires qui sont les moins rentables. Puis si on ne construit pas rapidement plus de HLM, bien, ces gens-là vont être forcés de quitter leur ville et leur village, leur quartier. C'est pour cette raison-là qu'on en veut toujours, qu'on en veut davantage. Mais on n'en veut pas plus pour en perdre. Donc, c'est pour ça qu'on mène de front ces deux batailles-là et qu'on souhaite là, pouvoir le faire ensemble. Donc, on n'a pas pu discuter beaucoup entre membres des deux organisations aujourd'hui, mais ça a permis aux gens, au moins aux gens, de se voir virtuellement. Merci beaucoup. Robert, est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour quitter? Un gros merci, Véronique. Oui, merci aux membres du Frappru de s'être joints à nous pour la discussion. Puis c'est une première. Puis je pense que ça va nous donner d'autres opportunités. Moi, je reste bien positif, hein, malgré l'urgence de ce qu'il y a à faire. Je veux dire, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais quand on mène des luttes sociales, je pense que c'est important de voir le bon côté des choses, là. Au Québec, on est la seule province au Canada où il existe un parc HLM dans lequel l'État a investi près de 4 milliards dans les 10 dernières années. Donc, on a travaillé à consolider l'actif que représente le logement social pour bien du monde. Beaucoup de gens vivent dans des HLM qui ont été rénovés, qui sont en bon état et qui vont être là pour les 30-40 prochaines années. Ça c'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est la situation à Montréal puis des logements barricadés à Saint-Jérôme, à Joliette. Puis effectivement, il faut aller chercher de l'argent du fédéral puis il faut convaincre les gouvernements à Québec de continuer à investir puis de continuer à réclamer d'Ottawa. On va faire ça ensemble. Puis je pense qu'on va avoir toutes sortes d'opportunités au mois de janvier. La ministre de la Forêt doit faire des consultations sur comment les sommes obtenues d'Ottawa doivent être utilisées. Ça va être une première occasion de faire front commun. Il risque d'avoir des élections fédérales un jour. Ça va être une autre occasion. Donc, je pense que ce ne sera pas les occasions qui vont manquer là, de faire valoir ces intérêts-là ensemble. Puis aujourd'hui, c'est un pas. On va en faire d'autres ensemble. Merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, merci Robert. Un grand merci. Vous avez été jusqu'à 65 aujourd'hui participants. C'est le fun de voir des gens de la Fédération, des gens du Frappru, de voir les visages d'un peu tout le monde. On avait aussi des gens d'un peu partout, hein, de plein de régions différentes. Donc, on vous dit un grand merci d'avoir été là. Je vous rappelle justement que la vidéo va être mise en ligne sur le site de la Fédération et sur le site du Frappru. Donc, ça devrait se faire très rapidement. D'ici la fin de la journée demain, ça devrait être disponible rapidement. On vous invite à partager la vidéo, évidemment, parce que c'est un sujet compliqué, c'est complexe. On n'a pas toujours sous la main les explications non plus. Donc, je pense que partager le plus possible la vidéo pour sensibiliser les gens puis aider à se faire une tête sur cet enjeu-là, c'est important. Donc, on vous invite à le faire. Et comme le disaient Véronique et Robert, on espère vous revoir en grand nombre pour une prochaine action commune entre le Frappru et la Fédération des locataires d'HLM du Québec. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à la prochaine.